Je pensais que c'était moi qui le sauvais. C'est ce que je me répétais en entrant dans ce refuge ce jour-là. Mais au moment où j'ai vu ce qu'il tenait, au moment précis où j'ai compris qu'il ne le lâcherait pour rien au monde, j'ai su que je me trompais complètement. Ce n'était pas une histoire d'adoption ordinaire. Ce n'était pas simplement offrir un foyer à un chien abandonné. C'était quelque chose de bien plus vaste, de bien plus sombre, quelque chose qui me dépassait déjà. Max était assis dans le fond de son box, recroquevillé dans un angle comme si les murs eux-mêmes étaient la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer. Son pelage brun était terne, sale par endroits, comme s'il avait perdu depuis longtemps l'envie de se nettoyer. Son corps était beaucoup trop maigre pour un chien de sa taille. Ses côtes se devinaient sous la peau, dessinant une fragilité presque douloureuse à regarder. Mais ce qui frappait le plus, ce n'était pas son état physique. C'était ce qu'il serrait contre lui. Entre ses pattes tremblantes, plaquées contre sa poitrine comme un trésor, se trouvait un vieux hippopotame en peluche gris. Le jouet était déchiré, presque détruit. Une oreille manquait, le tissu était râpé, la ouate s'échappait par les coutures ouvertes. Le visage avait disparu depuis longtemps. On aurait dit un objet sans valeur, bon à jeter. Pourtant, Max le tenait comme si sa vie en dépendait. Ses griffes s'enfonçaient dans le tissu usé avec une force désespérée, comme s'il craignait que quelqu'un surgisse pour le lui arracher. L'employé du refuge s'est approché de moi et a parlé à voix basse, presque avec gêne. « Il ne le lâche jamais », a-t-elle dit. « Jamais. » Elle a soupiré avant d'ajouter. « 2 familles l'ont adopté. Elles l'ont ramené. Elle disait qu'il était trop brisé, trop difficile. » Je me suis accroupi devant la grille sans faire un seul geste brusque. Je n'ai pas tendu la main. Je n'ai pas essayé de capter son attention. Je l'ai simplement observé. Sa respiration était rapide, saccadée, comme s'il se préparait à fuir alors même qu'il n'y avait aucune issue. Ses yeux ne me regardaient pas. Ils étaient fixés sur le mur, vides, épuisés. Mais de temps en temps, son regard glissait vers le jouet, vérifiant qu'il était toujours là. C'est à cet instant que j'ai compris. Ce jouet n'était pas un simple objet. C'était la seule chose qui ne l'avait jamais quitté. Je n'étais pas venu chercher un chien comme Max. J'étais venu avec une idée précise en tête. Je voulais un compagnon facile, joyeux, un chien capable de courir, de jouer, de m'accueillir avec enthousiasme à la porte. Uentchen normal. Mais dès que j'ai franchi la porte du refuge, j'ai senti que ce mot n'avait plus aucun sens. Le lieu était bruyant, saturé d'aboiements et de gémissements. Des chiens sautaient contre les grilles, remuaient la queue, tendaient les pattes vers les visiteurs. Tous semblaient crier la même supplique silencieuse, « Choisis-moi ». Et j'étais prêt à le faire. Jusqu'à ce que j'arrive au dernier couloir. Max ne faisait aucun bruit. Il ne bougeait pas. Il n'existait presque pas. Son corps était roulé sur lui-même, les oreilles plaquées en arrière, la posture de quelqu'un qui a appris à disparaître pour survivre. Ses yeux semblaient porter un poids trop lourd, un passé que personne n'avait pris la peine d'écouter. Mais ce jouet gris, serré contre lui, m'a cloué sur place. On l'a trouvé sur un parking, m'a expliqué l'employé. Abandonné. Il avait déjà ce jouet avec lui. Je l'ai regardé, incrédule. Il le tient depuis 3 mois? Elle a hoché la tête. Pas pour manger. Pas pour sortir. Pour rien. Je me suis tourné de nouveau vers Max. Il n'a pas réagi. Il serrait toujours ce morceau de tissu usé comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de sombrer. Et s'il n'est pas adopté? Ai-je demandé. Elle a hésité avant de répondre. On continuera d'essayer. Mais honnêtement, les gens veulent des chiens heureux. Des Chiens Simples. Quelque chose s'est brisé en moi à cet instant. Je me suis agenouillé lentement, parlant à voix basse, sans le regarder directement. Je lui ai parlé de mon appartement, de la tranquillité, du parc pas loin. Je lui ai dit que je ne savais pas exactement comment faire, mais que j'allais rester. Sa respiration s'est légèrement ralentie, presque imperceptiblement. Et pendant une seconde, il a levé les yeux vers moi. Ce regard m'a transpercé. Il n'y avait pas seulement de la peur. Il y avait une étincelle infime, fragile, presque douloureuse. L'espoir qu'on le voit enfin sans partir. Je me suis relevé et j'ai regardé l'employé. Je le prends. Elle a semblé surprise. Vous êtes sûr? Il demandera beaucoup de temps. Je le prends, ai-je répété. Quand la porte du box s'est ouverte, Max a sursauté violemment, se plaquant contre le mur, serrant l'hippopotame jusqu'à en trembler. Je suis entré lentement, me suis assis sur le sol froid, sans bouger, sans tendre la main. Je lui ai parlé. Longtemps. Calmement. Et pour la première fois depuis longtemps, Max n'a pas fui. C'est ainsi que tout a commencé. Le trajet jusqu'à la maison n'a duré qu'une quinzaine de minutes sur l'horloge, mais dans mon esprit, il s'est étiré comme une nuit entière. Chaque feu rouge, chaque ralentissement,
chaque vibration du moteur semblait chargée d'un poids immense. Max était assis à l'arrière, parfaitement immobile, comme s'il avait été figé dans une posture apprise depuis longtemps. Son dos était droit, rigide, ses muscles tendus à l'extrême, prêt à encaisser quelque chose qu'il attendait sans le comprendre. L'hippopotame gris était plaqué contre sa poitrine, serré entre ses pattes avec une force presque irréelle. Ses griffes s'enfonçaient dans le tissu usé. Ses mâchoires maintenaient le jouet sans relâche, comme s'il savait, au plus profond de lui, que le lâcher serait une erreur irréversible. Ses yeux étaient fixés dessus, entièrement absorbés, comme si le reste du monde n'existait plus. Je regardais sans cesse dans le rétroviseur. À chaque fois, je m'attendais à le voir bouger, changer de position, lever la tête. Mais non. Max restait exactement dans la même posture. Une statue façonnée par la peur. Un chien qui avait appris qu'immobilité signifiait survie. Je lui ai parlé tout le long du trajet. Je lui ai parlé doucement, sans attendre de réponse. Je lui ai décrit l'appartement, le calme, les murs épais, les fenêtres qui laissaient entrer la lumière sans bruit. Je lui ai dit qu'il n'y aurait pas d'autres chiens, pas de cris, pas de portes claquées. Je lui ai dit que personne ne lui ferait du mal. Que personne ne lèverait la main sur lui. Les mots sortaient de ma bouche, mais je savais qu'il ne les croyait pas encore. Peut-être ne les entendait-il même pas. Peut-être les entendait-il trop bien. Quand j'ai coupé le moteur, le simple clic du contact a résonné dans la voiture comme une détonation. Max a sursauté violemment. Son corps s'est contracté d'un seul coup, comme s'il attendait la suite, comme s'il savait que quelque chose allait arriver. Je suis sorti lentement, chaque mouvement calculé, chaque geste volontairement lent. J'ai ouvert la portière arrière, puis je me suis reculé de plusieurs pas, lui laissant tout l'espace possible. Max n'a pas bougé. Ses pattes tremblaient si fort que je pouvais les voir vibrer. Son souffle était court, rapide, irrégulier. J'ai attendu. Le temps s'est étiré encore. Des passants se sont arrêtés, ont regardé. Certains ont posé des questions. Je n'ai pas répondu. J'étais concentré sur lui. Finalement, après un long moment, Max a posé une patte sur le bitume, puis une autre. Il était dehors. Debout. Fragile. Vivant. Le chemin jusqu'à l'entrée de l'immeuble a été une succession de micro-victoires. Un pas. Puis un autre. Puis un arrêt. Chaque bruit le faisait tressaillir. Chaque mouvement de l'environnement semblait une menace potentielle. Il marchait comme quelqu'un qui s'attend à être puni pour chaque geste. Une fois la porte de l'appartement ouverte, Max s'est figé net. Son souffle s'est emballé. Ses yeux ont parcouru la pièce dans un mouvement frénétique, cherchant une issue, un piège, une erreur. Il s'est plaqué contre le mur le plus proche, cherchant un angle, un coin où disparaître. Le jouet était toujours coincé dans sa gueule. Ses dents claquaient légèrement autour du tissu. J'avais pourtant tout préparé. J'avais passé des jours à imaginer cet instant. Le panier épais, les couvertures propres, les jouets neufs, la nourriture soigneusement choisie. Tout était prêt. Tout était calme. Tout était sûr. Mais Max ne voyait rien de tout cela. Il ne voyait que moi. Et dans son regard, je lisais une certitude froide, ancrée, cet endroit n'était pas un refuge. C'était un endroit inconnu. Et l'inconnu, pour lui, signifiait danger. Je me suis éloigné lentement. Je me suis assis sur le sol, loin de lui, dos contre le mur. Je lui ai parlé encore. Longtemps. Les heures ont passé. La lumière a changé. Le jour est devenu soir. Max n'a pas bougé. Il ne mangeait que lorsque je quittais la pièce. Dès que je revenais, il se figeait à nouveau. La nuit, il s'est glissé sous le canapé, serrant son hippopotame contre lui, respirant trop vite, incapable de se détendre. Les jours suivants ont suivi le même rythme épuisant. Chaque geste de ma part le faisait sursauter. Say lever. Marcha. Tourner la tête. Tout déclenchait une réaction de peur. J'ai compris alors que Max ne vivait pas dans le présent. Il vivait dans l'anticipation constante de la douleur. Puis, le 7e jour, quelque chose a changé. J'étais assis sur le canapé, immobile. J'ai entendu le bruit de ses griffes sur le parquet. Lentement. Prudement. Max est apparu. Il s'est avancé jusqu'au centre de la pièce. Il s'est assis là, exposé, vulnérable, tendu, mais présent. Il me regardait. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Les minutes se sont étirées. Max est resté. Son souffle s'est ralenti. Son corps s'est légèrement détendu. Pour la première fois, il choisissait d'être près de moi. Ce n'était pas une guérison. Ce n'était pas une victoire. Mais c'était une fissure. Et je savais que cette fissure allait tout changer. Le changement n'a pas été soudain. Il n'y a pas eu de moment spectaculaire, pas de bascule nette où Max serait devenu un autre chien.
Tout s'est fait dans une lenteur presque douloureuse, faite de petits pas invisibles, de silence, d'attente et de retour en arrière. Après ce jour où il s'était assis au milieu du salon, quelque chose s'était ouvert en lui, mais cette ouverture restait fragile, instable, prête à se refermer au moindre choc. Les jours suivants, Max a commencé à modifier imperceptiblement ses habitudes. Il ne restait plus constamment collé au mur. Il s'autorisait parfois à s'allonger à quelques mètres du canapé, toujours tendu, toujours prêt à fuir, mais présent. Sa respiration n'était plus aussi saccadée. Ses yeux, bien que méfiants, n'étaient plus constamment affolés. Il observait. Il analysait. Comme s'il évaluait si cette nouvelle réalité pouvait être durable. Moi, je faisais attention à tout. À la façon dont je me levais. À la manière dont je marchais. À l'intonation de ma voix. Chaque geste était ralenti, mesuré. Je vivais au rythme de sa peur, conscient que le moindre faux mouvement pouvait l'anéantir. Et pourtant, malgré toutes ces précautions, l'inévitable est arrivé. C'était un matin ordinaire. Trop ordinaire. J'étais dans la cuisine, en train de préparer quelque chose à manger. Max était dans le salon. Je l'entendais bouger calmement, un bruit rare qui me donnait l'impression que nous avancions enfin. J'ai attrapé une poêle. Mon coude a heurté son manche. Elle est tombée au sol dans un fracas brutal, métallique, sec. Le bruit a résonné dans tout l'appartement comme une détonation. Le silence qui a suivi a été encore pire. Puis j'ai entendu le chaos. Des griffes affolées sur le parquet. Un souffle paniqué. Un gémissement étouffé. J'ai lâché tout ce que j'avais dans les mains et j'ai couru dans le salon. Max n'était plus là. Mon cœur s'est serré avant même que je le voie. Il était sous le canapé, plaqué contre le mur, aussi loin que possible, son corps tremblant de convulsions incontrôlables. Ses yeux étaient écarquillés, absents, comme s'il ne me voyait même pas. L'hippopotame était de nouveau coincé dans sa gueule, serré si fort que sa mâchoire tremblait. Je me suis laissé tomber à genoux. « Max, je suis désolé », ai-je murmuré. Mais il n'entendait pas. Il était ailleurs. Piégé dans quelque chose de bien plus ancien que ce bruit. Bien plus violent. Je me suis allongé sur le sol, à distance, sans essayer de le toucher. Je lui ai parlé doucement, lentement, répétant les mêmes phrases encore et encore, non pas pour le convaincre, mais pour lui rappeler que j'étais là. Les minutes passaient. Les heures aussi. Le soleil a traversé la pièce. Puis il a décliné. Max n'est pas sorti de sa cachette. À cet instant-là, le doute m'a envahi. Profond. Louotte. Peut-être que je n'étais pas la bonne personne. Peut-être que je faisais plus de mal que de bien. Peut-être qu'il aurait fallu quelqu'un de plus expérimenté, quelqu'un qui saurait exactement quoi faire, quoi dire, comment réparer ce qui avait été brisé depuis trop longtemps. Je me suis assis par terre, le dos contre le mur, les bras autour des genoux. Je ne sais pas comment t'aider, ai-je avoué à voix basse. Je ne savais même pas s'il m'entendait. Les jours suivants ont été difficiles. Max a recommencé à se cacher. À manger uniquement en mon absence. À sursauter au moindre mouvement. Tout ce que nous avions construit semblait s'être effondré. Mais cette fois, quelque chose était différent. Même dans sa peur, il restait attentif à moi. Il me regardait parfois depuis sa cachette, comme s'il vérifiait si j'étais toujours là. Et puis, une nuit, tout a basculé. Je me suis réveillé vers 3 heures du matin, tiré du sommeil par un bruit étrange. Des pas. Des allers-retours rapides. Un gémissement faible, mais continu. Je me suis levé et je suis allé dans le salon. Max tournait en rond, au centre de la pièce. Il ne se cachait pas. Il ne fuyait pas. Il tournait encore et encore, comme s'il cherchait une issue invisible. Son corps tremblait violemment. Ses yeux étaient perdus. L'hippopotame pendait toujours de sa gueule, mais sans la même force. Je ne savais pas quoi faire. Alors je me suis assis par terre. Simplement. Sans parler. Sans bouger. Max a continué à tourner. Puis, lentement, son rythme a diminué. Il s'est arrêté devant moi. Il m'a regardé. Longtemps. Dans ses yeux, il n'y avait plus seulement de la peur. Il y avait une question muette. Une hésitation immense. Je n'ai pas bougé. Et soudain, il a craqué. Max s'est effondré contre moi, de tout son poids. Son corps tremblait, secoué de sanglots silencieux. J'ai passé mes bras autour de lui avec une précaution extrême, comme on le ferait avec quelque chose de fragile, de cassé. Il ne s'est pas débattu. Il ne s'est pas enfui. Il est resté là, pressé contre moi, respirant de façon irrégulière, mais réelle. Nous sommes restés ainsi longtemps. Très longtemps. Jusqu'à ce que ses tremblements s'apaisent. Jusqu'à ce que son souffle se calme. Jusqu'à ce que son corps, enfin, se détende contre le mien. Pour la première fois, Max avait choisi de me faire confiance quand il était au plus mal.
Et je savais, à cet instant précis, que même si le chemin serait encore long, plus rien ne serait jamais comme avant. Après cette nuit-là, rien ne s'est réglé d'un coup. Il n'y a pas eu de miracle, pas de transformation soudaine, pas de réveil lumineux où Max serait devenu un chien confiant et apaisé. La peur n'a pas disparu. Elle s'est simplement déplacée. Elle a cessé d'être omniprésente. Elle a laissé un peu d'espace à autre chose. Et pour Max, cet espace était immense. Les jours suivants ont été marqués par une étrange normalité. Une normalité fragile, précaire, faite de silence et d'observation constante. Max ne se cachait plus systématiquement sous le canapé. Il n'y restait plus enfermé pendant des heures. Il sortait, s'installait à quelques mètres de moi, toujours tendu, toujours prêt à fuir, mais présent. Son corps n'était plus entièrement crispé. Ses muscles restaient contractés, mais il savait désormais se relâcher par moments. L'hippopotame gris était toujours là. Il reposait entre ses pattes, parfois sous son menton. Mais Max ne le serrait plus avec cette urgence désespérée. Il ne le maintenait plus comme une question de vie ou de mort. C'était devenu un objet familier, rassurant, mais plus une bouée de sauvetage. Une transition silencieuse. De mon côté, j'avais appris à vivre différemment. Je ne marchais plus comme avant. Je ne bougeais plus comme avant. Chaque geste était précédé d'une intention consciente. Me lever lentament. Tourner doucement. Éviter les bruits secs. J'annonçais mes mouvements, même lorsqu'ils ne semblaient pas m'écouter. Non pas par obligation, mais parce que c'était devenu naturel. Comme si mon propre corps avait compris ce que le sien avait vécu. Les repas ont changé eux aussi. Max ne mangeait plus uniquement en cachette. Il posait parfois sa gamelle près de moi, faisait quelques pas en arrière, puis revenait, mangeait lentement, s'arrêtait, relevait la tête, me regardait. Ses yeux cherchaient une confirmation silencieuse. Chaque bouchée semblait être une négociation intérieure, une autorisation qu'il se donnait à lui-même. Certains jours, il mangeait presque normalement. D'autres, la peur reprenait le dessus. Et j'avais appris à accepter ces retours en arrière sans les considérer comme des échecs. Les nuits étaient différentes. Max ne se glissait plus systématiquement sous le canapé. Il restait parfois sur le tapis, roulé en boule, le jouet contre lui. J'entendais sa respiration dans l'obscurité. Une respiration lente, réelle, profonde. Chaque fois que je l'entendais ainsi, je ressentais une gratitude immense mêlée d'une tristesse sourde. Gratitude pour ce qu'il devenait. Tristesse pour ce qu'il avait dû endurer avant. Les semaines ont passé. Lentement. Trop lentement parfois. Certains jours, Max me suivait d'une pièce à l'autre, à distance respectable. Il s'arrêtait quand je m'arrêtais. Il s'asseyait quand je m'asseyais. D'autres jours, un bruit imprévu suffisait à raviver ses peurs. J'avais compris que la guérison n'était pas linéaire. Elle ressemblait à une mer agitée, alternant entre accalmie et vagues soudaines. Puis un matin, sans avertissement, quelque chose a changé. Je me suis réveillé avec une sensation étrange, presque dérangeante. Un silence différent. Pas un silence inquiet, mais un silence plein. J'ai ouvert les yeux lentement, comme si j'avais peur de briser quelque chose. Max était sur le canapé, à côté de moi. Pas recroquevillé. Pas tendu. Allongé de tout son long. Son corps était lourd, abandonné, paisible. Sa respiration était profonde, régulière. Et l'hippopotame n'était pas contre lui. Le jouet reposait par terre, au pied du canapé. Je suis resté immobile pendant de longues secondes. Mon cœur battait fort. J'avais peur que le moindre mouvement ne fasse disparaître ce moment. J'ai observé Max. Ses pattes étaient relâchées. Sa tête reposait contre le coussin. Il n'y avait aucune tension dans son corps. Aucun signe de vigilance excessive. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, Max dormait vraiment. J'ai tendu la main lentement et je l'ai posée sur son dos. Il n'a pas sursauté. Il n'a pas bougé. Il a simplement soupiré, un soupir profond, apaisé, comme quelqu'un qui accepte enfin de se reposer sans crainte. À cet instant précis, j'ai compris. L'hippopotame n'avait jamais été un caprice. Ce n'était pas une obsession maladive. C'était une ancre. Un repère. La seule chose qui avait traversé intact tous les abandons. Et maintenant, Max n'en avait plus besoin de la même façon. Pas parce qu'il l'avait oublié, mais parce qu'il avait trouvé quelque chose de plus solide. Les jours suivants ont confirmé ce changement. Max m'attendait parfois près de la porte lorsque je rentrais. Sa queue remuait timidement, presque surprise par son propre mouvement. Il se pressait contre ma jambe quelques secondes, juste assez pour sentir que j'étais bien là. Il dormait sur le canapé, parfois même sur le dos, le ventre exposé, dans une vulnérabilité totale qui m'émouvait profondément. Il gardait toujours son hippopotame. Mais il le déposait ailleurs. Il l'oubliait parfois.
Ce jouet qui avait été son dernier refuge était devenu un simple souvenir, chargé de sens, mais plus indispensable. Un soir, en le regardant dormir paisiblement, j'ai ressenti une certitude profonde. Max n'était plus en train de survivre. Il vivait. Lentement. Fragilement. Mais réellement. Je me suis penché vers lui et j'ai murmuré. « Tu es chez toi maintenant. » Il n'a pas ouvert les yeux. Mais sa queue a bougé légèrement. Juste assez pour me répondre. Max avait passé sa vie à croire que personne ne restait. Et quand quelqu'un était enfin resté, tout avait changé. Pas d'un coup. Pas sans douleur. Mais pour toujours. Et en le regardant respirer calmement, j'ai su que je ne l'avais pas sauvé. Nous nous étions trouvés. Et parfois, c'est exactement ce dont on a besoin pour guérir.